Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplé. Pas concentré au collège football, pas consacré au sport universitaire. On va se faire un petit hors-série plaisir avec Augustin. Salut Gus, comment vas-tu? Salut Baptiste, salut tout le monde, je vais très bien et toi? Très bien également. On va même se faire deux hors-séries, puisqu'on va se faire deux hors-séries sur les JO de euh, Milan-Cortina qui ont eu lieu maintenant il y a on va dire une petite semaine. On va se faire un épisode récap sur les JO de manière globale et un autre épisode sur la délégation française, si ça te va, mon petit Gus. Bien sûr. On avait souhaité faire un petit épisode débrief parce que, surtout toi, Gus, hein, c'est vraiment des disciplines de manière globale. Voilà, les sports divers, c'est des disciplines que tu suis avidement, on va dire ça comme ça. Toi comme moi, on a la chance d'avoir vécu, en tout cas toujours pour moi, mais en partie près des montagnes et donc d'être de pratiquer régulièrement les sports d'hiver. Et donc tout naturellement, c'est des disciplines que je suis depuis que je suis tout jeune. Alors je vais pas vous citer les héros de mon enfance parce que ça montrera à quel point je suis vieux. Mais voilà, en tout cas, c'est des disciplines que j'ai toujours suivies et je sais que Gus, toi aussi, c'est la même chose. Ouais, carrément, carrément. Bah, tous les week-ends, il n'y a pas une seule descente, slalom géant, compétition de ski cross. Encore aujourd'hui, il y avait l'étape de Coupe du Monde en Serbie En pour le ski Serbie, oui. cross. Ouais, c'est bah, tout l'hiver, c'est un bonheur. Et en plus, tout est centralisé sur la même plateforme, sur Eurosport, donc ça nous aide vachement pour suivre. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles moi je suis aussi beaucoup les sports d'hiver, c'est que c'est facile à suivre. Effectivement, il suffit, je mets des guillemets, bon, vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets suffit, mais c'est vrai qu'Eurosport a vraiment retransmis quasiment tout, je pense. Et puis, on a la chance d'avoir le biathlon en clair sur l'équipe. On a aussi le ski cross en clair sur l'équipe. On a le ski de boss. Enfin, Exact. il y a quand même de plus en plus de disciplines qui sont disponibles gratos et dont il est très simple, finalement, de suivre la saison. On peut regretter que l'alpin, en dehors des étapes qui se passent en France, ne sont pas diffusées gratuitement. Ça, je pense que juste que toi comme moi, on le regrette un petit peu, Il y a parce que ça ferait juste, partie. pour le ski alpin, il y a juste le critérium de la première neige à Val d'Isère qui est diffusé tous les ans et les finales de la Coupe du Monde. Donc Enfin, pas effectivement, les et donc finales de la Coupe du Monde, mais les championnats du monde, pardon. Les finales de la les Coupe du championnats. Monde, c'est les Ouais, parce que championnats du monde qui sont toujours diffusés, ouais. ouais. Alors c'est vrai que ça prend souvent des matinées, etc. Donc voilà, le service public a souvent d'autres choses à diffuser, mais voilà, en tout cas, l'équipe, eux, ont bien pris le virage en tête et on y reviendra sur le biathlon, mais le succès, on va dire, médiatique du biathlon, on doit aussi au fait que c'est une compétition qui est visible gratuitement toute l'année. Donc, aujourd'hui, au programme avec Gus, on va revenir sur enfin, pas l'ensemble, mais en tout cas, on va faire un petit bilan des JO. Euh, voilà, alors concrètement, moi, il y a des disciplines où j'y connais pas grand-chose, hein. Je vais pas m'inventer une quelconque expertise ou même connaissance en short track, par exemple, ou même sur les disciplines type bobsleigh, luge et skeletton. Mais voilà, on va essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, faire un petit peu le point sur les choses qu'on a beaucoup appréciées, moins appréciées, etc. sur ces JO. Puis on fera un focus, bien évidemment, sur l'équipe de France, parce que on a vécu quand même des jeux historiques au sens propre du terme. Et donc, on va faire un petit bilan là-dessus. Gus, par quoi tu veux qu'on commence les moments marquants de ces jeux? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on fait ça et je te propose qu'on en donne chacun un de moments marquants à Ouais. notre tour. Voilà, chacun notre tour. Alors, on va peut-être pas se focus sur l'équipe de France sur ce côté-là. Si ça te va, on va plutôt prendre les trucs internationaux si c'est OK pour Très toi. bien. Eh ben, je te laisse commencer. Moi, c'est une skieuse que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'elle est rayonnante et puis elle parle très bien français. Elle vient du Val d'Os, donc c'est la plus française des Italiennes. Elle est même sortie avec un Nicolas Raffort, ancien, aujourd'hui membre de l'équipe de France de ski cross et ancien membre de l'équipe de descente. C'est Federica Brignone qui, après une blessure mais gravissime, c'était au championnat d'Italie c'était quand déjà ça batte? C'était en mars ou en avril Je crois, dernier. je crois que c'était en début d'avril, parce qu'en général, les championnats nationaux ont toujours lieu après la dernière étape de Coupe du Monde. En fait, elle jouait rien du tout, quoi. Enfin, qu'on soit très clair. Et Elle elle s'est se. explosée la jambe, ouais. Et là, elle revient battre et elle remporte deux médailles d'or, ce qui est
juste exceptionnelle. Et puis, elle gagne 2 médailles d'or en dominant ses courses. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le Super G et le géant. Là où elle aurait été favorite si elle n'avait pas eu ses blessures. Mais voilà, là, c'était différent. Il y avait une grosse concurrence et elle a quand même réussi à remporter ces deux épreuves après un retour, mais qui s'est fait mais de manière tellement rapide parce que il me semble que sa première compétition après cette blessure, c'était il y a 2 semaines, je me demande pas, non, elle était pas à Semmering en Autriche, elle était peut-être à Tarvisio ou, dans la dernière Mhm. course de géant avant les Jeux olympiques. Enfin, elle est Au revenue, bon voilà, moment. comme ça au bon moment et c'est peut-être ce qui l'a, un peu, j'allais dire, lui a fait relâcher cette pression. Elle avait Mhm. véritablement rien à perdre et c'est certainement, voilà, avec avec cet état d'esprit qu'elle est allée remporter ces 2 médailles d'or. Et j'ai trouvé je suis pas loin de dire que c'est la reine de ces Jeux olympiques, tu vois. Et le problème, c'est que elle a un gros concurrent. Elle a un énorme concurrent, bien évidemment, on en parlera après. Mais en plus, je ne sais pas si tu te souviens de cette première manche de géant où toutes les concurrentes étaient à peu près dans le même centième, même dixième, etc. C'est très serré et elle arrive, elle découpe tout. Ouais, c'était assez incroyable et on avait l'impression de retomber sur la Federica Brignone de la saison dernière parce qu'elle avait été ultra forte la saison précédente, juste avant sa blessure, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'est pas, son niveau n'a pas explosé d'un coup, hein. C'était très Ah clairement non, peut-être la meilleure skieuse l'année dernière sur le circuit. Donc, c'est un retour vraiment. ah, elle remporte le Gros Globe l'an dernier. Donc oui, Donc, objectivement, c'était la meilleure skieuse sur le circuit avec Lara Gut, qui était absente d'ailleurs. pour blessure aussi, malheureusement, le cyclisme pas du tout. Le ski féminin était assez touché par les blessures là, entre l'hiver dernier et cet hiver. Et puis, en fait, tu vois, là où j'ai eu peur, Gus, je sais pas si tu en penses, mais elle fait une descente vraiment en dedans où elle dit, en fait, bah, qu'elle sera pas, qu'il lui manque du cardio, qu'il lui manque un peu de jus, qu'il lui manque de la compétition, quoi. Et donc, je me suis dit, ouh là 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 là. Et puis, en fait, finalement, elle remporte de main de maître ces 2 médailles d'or. Enfin, elle était très attendue parce elle sortait d'une saison l'année dernière absolument extraordinaire. Elle se pète, elle n'est plus attendue du tout, elle vient sans pression et je pense que ça fait la diff. Et voilà. Et puis, je pense qu'elle a très bien timé son retour aussi. Je pense que ça a été vu avec les coachs, avec ses médecins en disant voilà, moi j'ai juste un truc à faire, c'est les JO. Elle revient, 2 médailles d'or. Enfin, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être la reine des Jeux parce que voilà, d'autres, comment dire, d'autres sportives qui seront plus médaillées qu'elle, mais le ski alpin est quand même la discipline reine. Je pense que Gus, La on est d'accord discipline. là-dessus sur les JO d'hiver. Donc forcément, ces médailles-là, elles ont une saveur encore plus particulière. Et puis aussi le petit coup de pouce du destin d'une certaine manière, parce que tu vois, sur le Super G, elle a le dossard numéro 6 et les premiers dossards 3 et 4, c'était Weiden Winkelmann et Myriam Puchner, ont fait de grosses fins, ont été disqualifiées. Et celles qui étaient avant elle, donc Mallory Blanc, il me semble, et peut-être Laura Pirovano, dont on attendait beaucoup, et je le sais que Mmh. c'était aussi le cas pour toi, on fait des grosses fautes dans cette descente de Cortina. Et je pense qu'en fait, le dossard 6, c'est celui à partir duquel tu regardes les images sur la petite Ouais, t'as le télé retour. euh, au départ d'une course et elle a pu avoir les bons retours pour faire la course parfaite. Effectivement. Alors moi, je vais faire la transition toute trouvée pour un des moments marquants de ces jeux et je pense un des moments marquants des jeux de manière globale, c'est la blessure de Lindsey Vonn. Alors, on en discutait en off, hein, même on en discutait très longuement avant, au moment où elle s'est blessée. J'ai dit que pour moi, c'était une connerie que Lindsey Vonn participe. Pour sa santé à elle, mais aussi pour le message qu'elle envoyait. Lindsey Vonn, ça reste quand même une star internationale, notamment aux États-Unis. Elle a une aura qui est très puissante. Elle et Mikaela Shiffrin, il faut vous rendre compte que c'est vraiment deux sportifs qui sont très, très, très suivis. Et j'avais un petit peu de mal avec le message envoyé par Lindsey Vonn aux jeunes qui pouvaient dire, qui concrètement dit t'es blessé, tu vas skier quand même. Ouais, sauf que tu skis à 120, 130 à l'heure parfois. La moindre erreur, ça peut être la mort, hein, qu'on soit très clair. Donc, j'avais un petit peu de mal avec ça. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça, le sort m'en a donné raison. Voilà, la chute de Lindsey Vonn qui est absolument terrible.
Voilà, ça montre quand même que le ski, c'est pas un sport, voilà, c'est un sport qui physiquement est hyper entraînant. Gus, tu le sais aussi. Sans genou, je pense que c'est compliqué. Alors effectivement, on peut faire du sport avec les ligaments croisés cassés, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'il y a quand même un problème très clairement au niveau de la tenue du genou. Et dans une discipline qui est tellement, Ouais, enfin, je c'est veux dire, c'est ça. quand même l'articulation qui est quand même la plus demandeuse. Et Surtout ben quand voilà, tu mets non, mais c'est ça, surtout quand tu mets des dérives sur de la glace. Bon, encore des dérives, c'est pas du géant, mais le genou, c'est primordial. C'est des appuis latéraux. Enfin, et si tu veux, après, le discours qu'elle a tenu en disant, bah, c'est pas à cause de mon genou que je me suis cassé la gueule, c'est parce que j'ai pris la main dans la porte. Enfin, des virages comme ça, elle en a pris 150 dans sa carrière. 150 encore, je suis gentil, 150 000. Elle s'est jamais cassé la gueule sur une porte aussi bénigne que celle-là. Donc c'est bien qu'au bout d'un moment, soit le genou a pas tenu, soit une appréhension vis-à-vis de l'angle qui était demandé. Enfin bref, dans la tête, etc. Elle n'était pas à 100%, que ce soit physiquement ou mentalement, pour cette course-là. Et pour gagner une médaille olympique, il faut être dans ce cas-là. Et donc, il y a cette chute. Et puis derrière, enfin, elle s'est fait très peur. Hein. Elle aurait pu être amputée. Enfin, il y a des conséquences qui auraient pu être terribles. Donc, d'une certaine façon, la morale finit bien en disant, voilà, votre corps est quand même le plus important, votre santé est la plus importante. Mais il y a peut-être un problème d'ego. Je ne sais pas ce que tu penses, on pense par rapport à là-dessus, mais j'ai l'impression que ce retour Lindsey Vonn, qui avait plein à prouver en plus, Gus, on en a déjà ouais, c'est discuté tous vrai. les deux, mais tu es déjà une des plus grandes sportives, enfin une des plus grandes skieuses de tous les temps. Enfin, elle est déjà championne olympique, elle avait rien à prouver à personne. Déjà, rien que son retour, c'était extraordinaire. Donc là, enfin bref, j'ai un peu eu du mal avec ce retour-là, et puis ça, comment dire, ça a complètement éclipsé Moi, le résultat de. c'est plutôt de ce côté-là où j'ai un petit problème Mm. avec, pas tant son retour, parce que son retour était une bénédiction pour le ski alpin qui a besoin absolument de visage, notamment pour les jeunes. Si vous ne le savez pas, le ski alpin, c'est l'un des sports à la télé où la moyenne d'âge est la plus élevée. Alors, que ça soit bien ou pas bien, je vous laisse le juger, mais si les jeunes ne regardent plus le ski, c'est pas en mettant des figures, on va dire, anonymes ou inexistantes d'un point de vue médiatique que ça va s'arranger. Lindsey Vonn est une figure médiatique et tout le monde connaît Lindsey Vonn. Il suffit de suivre un tout petit peu le sport pour savoir qui elle est. Lindsey Vonn, c'est une célébrité, c'est une Mm. personnalité publique. Et de ce côté-là, son retour a fait du bien au ski. Maintenant, à Crans-Montana, elle se fait le genou 9 jours avant. Elle a enchaîné les conférences de presse, les posts sur Instagram. Tout a tourné autour d'elle. Et aujourd'hui, on a oublié qui est la championne olympique. On a oublié les championnes qui étaient derrière. Les Emma Escher, par exemple, Emma Escher qui s'aligne sur toutes les disciplines, qui arrive à faire 2 fois une médaille d'argent. On se rappellera pas de Bridget Johnson, la championne olympique. On se rappellera voilà, de cette descente de Cortina qui a été le dernier clou dans le cercueil de Lindsey Vonn. Et moi, ça me dérange un petit peu. Alors, elle l'a certainement fait par ego, comme tu le dis. Je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être une. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, moi, c'est une façon de se comporter qu'on trouve d'ailleurs beaucoup chez les sportifs américains qui me déplaît un petit peu. Et ça m'a un petit peu dérangé. Maintenant, je la respecte énormément, tu vois. Enfin, Ah, bien sûr, c'est la plus grande skieuse de tous les temps avec Shiffrin. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre, quoi. C'est limite dur, en fait, de la critiquer. Tant elle Mm. a apporté pour le ski et tant elle a été grande. Mais c'était peut-être voilà, la décision de trop de vouloir continuer. Et puis ça s'arrête pas. Je veux dire, c'est que t'es abonné à The Athletic aussi, Gus, je crois. J'ai eu, enfin, je veux dire, un seul article sur la victoire de Brice Johnson, donc la championne olympique de descente, et les articles sur Lindsey Vonn, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Donc même quand enfin, sa carrière est probablement terminée, etc. Je veux dire, ça a été un flot incessant de ce truc-là. Elle a phagocyté l'attention des Olympiades au niveau américain surtout, mais même à un niveau international, par rapport à elle et sa blessure et son truc. Enfin, je veux dire, on a eu des performances quand même extraordinaires en ski alpin chez les garçons, on va y revenir aussi, mais c'est passé très clairement au second plan. Michaela Shiffrin a fait aussi un retour brillant en slalom, elle remporte le titre, etc. Mais j'ai l'impression que Lindsey Vonn a vraiment accaparé l'attention médiatique de ce sport-là. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on a eu, voilà, on a eu des compétitions quand même plutôt sympas. Alors, on reviendra peut-être un peu plus tard sur Bormio et la pauvreté des pistes. Mais voilà, je suis un petit peu déçu que la carrière d'Lindsey Vonn se termine comme ça, en fait, aussi.
Et je voulais aussi dire que les Jeux Olympiques, c'est aussi une compétition pour les non-initiés. C'est pas du tout un problème qui s'y intéresse, loin de là, vraiment loin de là. Mais les gens peuvent être intéressés plus par les histoires que par la performance sportive en tant que telle. Et c'est typiquement le genre d'histoire que les gens recherchent, que ces non-initiés, j'ai envie de dire, affectionnent. Et peut-être que ça, voilà, ça donnait encore plus de portée à son accident. On continue avec le Vas-y, ski vas-y. alpin, si tu veux bien, Allez, Bat, à moins vas-y, que tu vas-y, aies quelque vas-y, chose vas-y. encore à dire sur Linseven. C'est bon, je Pour, pense qu'on a fait un bon tour là. pour dire qu'un Suisse en cache un autre, on attendait Marco Odermatt. Marco Odermatt qui pouvait remporter 4 médailles d'or, descente, géant, super G et le combiné. Bah, au final, c'est son compère Franjo van Almen, un 2001, qui a remporté des médailles d'or partout, sauf en géant, discipline à laquelle il participe pas. Euh, Quelle Olympiade des Suisses, parce qu'après, il y a aussi notre bon valaisan Loïc Meillard qui allait l'emporter sur le slalom. La Suisse, bah, qui a été fidèle à elle-même et qui a concrétisé en fait sa domination sur le circuit depuis maintenant quelques années. La Suisse qui a pris un peu le relais des Autrichiens qui vont moins bien ces derniers temps. J'ai pas grand-chose à dire tant ils ont dominé ces Jeux Olympiques. Chez les Mhm. femmes, ça a été plus compliqué. Évidemment, mon sens s'y attendait aussi avec l'absence de Lara Gut. Euh, mais, euh, mais Disons qu'il voilà. n'y a, pas vraiment il y a pas vraiment de surprise que ce soit les Suisses qui dominent, on va dire, le palmarès masculin. On ne s'attendait pas forcément à ce Suisse-là, même si, qu'on soit très clair, on le sentait quand même arriver hein, sur les dernières épreuves de Coupe du Monde. Hein. On Ah ouais. sentait qu'il était très très en forme. Hein. Et il est champion du monde aussi. Donc, il sait C'est vrai aussi, c'est vrai. il sait être bon dans les grands événements. Et puis, tu vois, on parle de Van Almen et Dermatt, mais il y a Meillard, Monet, je crois, il fait cinquième de la descente. Euh, Thomas Tummler en géant qui a été mais vraiment absent, un fantôme durant toute la saison de géant, qui vient nous claquer une cinquième, une quatrième ou une cinquième place. Euh, ouais, une cinquième place, il me semble. Voilà, l'équipe suisse a répondu présent. Et quand on voit aussi voilà, la jeunesse de ces skieurs, et bah, Ouais. cette équipe est Tu- tu- appelée à encore dominer les prochaines années. Van Almen et Monet sont des 2001. Marco Dermatt n'est pas très vieux, surtout qu'on sait que les disciplines de vitesse, en général, on arrive à son tu peux. apogée vers 31, 32 ans, 30 ans. Donc Odermatt, il a encore 4-5 années au plus haut niveau, plus tous ceux qui poussent en Coupe d'Europe. Enfin, ouais, la Suisse, c'est très, très, très fort. Ouais, c'est très fort. Je suis un petit peu déçu pour Andermatt quand même parce que, enfin, il a été Oui. presque trop bon au mauvais moment en fait. Il a été bon, très bon entre les deux Olympiades et en fait, finalement, sur les Jeux de Pékin et alors, il a un titre olympique non, Andermatt dans mes souvenirs comme ça de mémoire, Ouais, je dirais. géant à Mais, Pékin. ouais. Mais au vu quand même de la domination, il faut vous rendre compte qu'Odermatt à tel point, enfin, je veux dire, c'est une machine sur le circuit de Coupe du Monde depuis 2-3 ans maintenant. En fait, voilà, il a été trop bon entre deux Olympiades et malheureusement, ça se matérialise pas sur les titres olympiques. Mais on va faire la comparaison avec Marcel Hirscher, qui lui aussi est peut-être le plus grand skieur de tous les temps, qui a finalement, au vu de la domination au Coupe du Monde, n'a pas tant de titres olympiques que ça. Ça reste des compétitions d'un jour. Voilà, ça a souvent profité aux Français, hein, Antoine Denaria, Jean-Luc Crétier, etc., pour les plus anciens. Donc voilà, mais on sent quand même que, pour être tout à fait honnête, Van Almen, c'est pas un feu de paille. Je veux dire par là, c'est que il sera, je pense, prêt à prendre le flambeau, notamment sur les disciplines quand même de vitesse sur Odermatt. Et voilà, ça augure vraiment de belles choses pour la Suisse. Et un beau Voilà. duel avec Giovanni Franzoni, le jeune Italien également, qui a remporté Kitzbühel il y a quelques semaines. Ouais, il y a une nouvelle génération au niveau de la vitesse là, qui est quand même très excitante à suivre. On a hâte de voir ce que ça va donner sur les années précédentes, avec notamment aussi un petit Français, on probablement en parler un petit peu plus tard, Ok, oui. voilà, qui a pris de l'expérience pour ces jeux, mais ça sent tout bon quand même pour les années qui suivent. Euh, Autre chose dont tu as envie de parler, Gus, au moment marquant de ces jeux. Bon, on aurait pu parler du scandale de l'arbitrage, enfin, du scandale de l'arbitrage s'il La devait y en notation, avoir un ouais. en patinage artistique, mais j'ai l'impression que c'est le même discours tous les 4 ans, donc je ne sais pas si c'est très intéressant d'en parler. Euh, Ouais.
c'est vrai que on va dire que le titre des Français en danse sur glace a fait beaucoup parler. Euh, voilà, il y a voilà, le fait que le juge français est noté super haut, les Français très bas, les Américains. Sauf que vous savez que dans les sports à notation, eh ben, les notes les plus hautes sont enlevées, les notes les plus basses sont enlevées pour avoir une espèce de note intermédiaire. C'est le cas dans quasiment toutes les disciplines où il y a des notations, qu'on soit très clair. Mais voilà, ça a fait parler. Bon, voilà, c'est des sports quand même où on sait que on aura toujours, les sports à juge, il y aura toujours voilà, une question, un astérix, etc., qui se joue. Mais bon, je sais pas. Pareil, là, j'ai pas d'expertise. Enfin, pareil, là, ça va être une ressentie à moi perso. J'ai pas d'expertise sur le patinage artistique. C'est une discipline que je maîtrise absolument pas. J'étais ado au moment de 2002 et voilà, le Gwendal Pesra est champion olympique de danse sur glace où là, il y avait vraiment eu une affaire de corruption avérée. Là, je pense que c'est peut-être moins prégnant. Mais voilà, et puis il y a eu toute l'affaire médiatique qu'il y a autour. Là, pareil, ça va être compliqué de tirer des vraies conclusions, mais on va dire que ce couple-là français, il plaisait pas trop aux médias américains et qui s'en ont jeté à donner à cœur joie, quoi. Totalement, totalement. Après, voilà, ça reste le patinage. Il y a toujours des problèmes au niveau de la notation. Enfin, je veux dire, c'est des problèmes vieux comme le monde, ça, hein. Je veux dire, Ouais. même moi, quand j'étais pas né, c'était déjà le cas, quoi. Aileen, Euh, Aileen Zhu, ouais. triple Alors, elle médaillée comme à aussi, Pékin. comme à Pékin. Donc, elle, là, c'est une or, deux argent, hein. C'est ça, si mes C'est souvenirs sont ça. bons. Elle remporte aussi l'or Euh, en halfpipe. ouais. Bah voilà, on la connaît très, enfin, tout le monde la connaît puisque bah voilà, elle est un peu la coqueluche Mannequin. des médias. Là, cette double nationalité américano-chinoise, elle a décidé de porter les couleurs de la Chine. Ça, les Américains, ils détestent, sachant que. Est-ce que vous savez qu'elle est étudiante à Stanford? Parce que le nombre de fois qu'on a répété, j'espère que c'est rentré dans vos crânes. Enfin bref, c'est une athlète qui a tout pour elle, c'est une sportive émérite, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, etc. Ouais. Donc forcément, bah, ça, les médias, ils adorent. Et puis en plus, tu rajoutes le fait qu'il y ait la double nationalité. Mais toujours est-il qu'elle a. Est-ce qu'elle a réussi ses jeux avec seulement une médaille d'or? C'est aussi ça la question, Augustin, parce qu'on sait que c'est Bah, quand même de une son malade point de de la. vue, oui, hein, elle était très agacée en Mm. conférence de presse quand on lui posait des questions du style est-ce que vous êtes déçu de vos 2 médailles d'argent? Euh, Sur le slopestyle, elle perd face à Mathilde Grémaud, la Suissesse. Aussi Valais, ouais, elle vient aussi du Valais, il me semble, Mathilde Grémaud. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de choix quand on parle français. Non, je pense que c'est totalement réussi de son point de vue. Surtout qu'il me semble qu'elle s'aligne pas sur toutes les étapes de Coupe du Monde. Non, non, Euh, non, elle fait un peu avec son emploi du temps à elle, hein. Et par contre, tu vois, c'est là aussi la dualité des médias américains. Si cette athlète était américaine, je veux dire, ça serait probablement une icône internationale aux yeux des Américains. Et là, le fait qu'elle ait choisi la Chine, ben, moi, je vois encore une fois sur The Athletic, voilà, qui a fait une couverture des JO vraiment excellente. Et ben voilà, dans les commentaires, ça avait tendance à la tailler parce qu'elle avait choisi la Chine alors que elle résidait aux États-Unis une bonne partie de l'année. Donc voilà. Donc après, je pense que le sport a besoin d'icônes comme ça parce que je pense que Bien voilà, sûr. ça peut être un rôle modèle pour pas mal de petites filles qui la regardent et donc tant mieux. Et puis ça reste une sportive extraordinaire. Enfin, je dirais être capable, cette polyvalence-là, c'est quand même très très rare, hein, être capable de faire et du big air, du slopestyle et du halfpipe. On peut penser que c'est la même chose parce que il s'agit de sauter et de faire des figures, mais quand même, s'il y a 3 compétitions différentes, c'est qu'il y a quand même une raison. Alors, on voit souvent des gens qui font et du slopestyle et du big air. Si mes souvenirs sont bons, Gus, Mais tu me pas diras du si je me trompe, halfpipe. mais pas du halfpipe, exactement. Moment marquant pour moi, en fait, c'est un double moment, mais c'est les doubles finales quand même de hockey hein, qui ont vu s'affronter Team USA et l'équipe du Canada. 2 victoires américaines au final. Alors, la victoire de l'équipe féminine était un peu attendue parce que je pense que sur le papier, il y avait déjà eu un match de poule en plus où les Américaines s'étaient imposées 5-0 dans mes souvenirs, un truc comme ça. Donc, bon, Poulpin était pas là sur ce match-là, donc ça avait pu, comment dire, handicaper l'équipe du Canada, mais on sentait quand même qu'il y avait un niveau d'écart entre les deux équipes.
Le Canada, voilà, a sorti le grand jeu en finale. Il pousse les Américaines jusqu'en prolongation. Mais voilà, malheureusement, enfin, ou heureusement, suivant votre appétence, euh, le Team USA s'impose. Bon, là, il n'y a pas d'énormes surprises au vu de la différence de talent entre les deux. Mais derrière, voilà, la finale masculine, avec une des plus belles finales de l'histoire, je pense, en termes de dramaturgie. Et cette victoire au forceps des Américains. Voilà. Enfin, là, pour le coup, c'est une petite surprise parce que sur le papier, l'équipe des Canada était quand même vraiment, vraiment un degré au-dessus. Il y avait une question au niveau du gardien de but. Voilà, et lui qui a montré que c'était un gardien excellent et il a porté les Américains en finale avec notamment quelques arrêts contre Celebrini, pardon, McKinnon et McDavid qui ont été le tournant du match. Pour avoir regardé pas mal de hockey pendant ces JO, je suis pas surpris que le Canada. J'ai trouvé le Canada qui jouait pour perdre en fait d'une certaine façon, qui avait peur de perdre parce qu'ils étaient ultra attendus. Et ça s'est vu tout au long du tournoi contre les Français. Je ne les ai pas trouvés extraordinaires malgré le score. Ils s'en sortent un peu contre la Finlande, un peu à l'arrache, même totalement à l'arrache en demi-finale. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'au bout d'un moment, dans le match le plus important, ils n'arrivent pas à négocier correctement. Il y a une période où ils jouent à 5 contre 3 et ils ne sont absolument pas dangereux sur cette période-là. Donc voilà, donc bon, ça reste une finale pour l'histoire, qu'on soit très clair. Mais en tout cas, voilà, ça reste des moments importants. C'était la dernière compétition en plus, donc il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Ça reste mine de rien, le fait que les joueurs NHL jouent, ça rend quand même la compétition encore plus intéressante. Il y a plein d'équipes qui sont compétitives. Et le tournoi est quand même super cool. On voit que il y a, on va dire, une demi-douzaine de nations voilà, qui envoient quasiment leur intégralité d'effectifs qui jouent en NHL. Donc forcément, ça rend la truc cool. Et puis voilà, une finale qui joue en prolongation, c'est que demande le peuple, quoi. Et puis dans un contexte aussi géopolitique Ah bah bien sûr. particulier. Particulier, et puis voilà, derrière Trump, comment il s'appelle le bouffon du FBI là Non, je sais pas, je m'y intéresse plus. Ah bah, t'as bien raison, parce que bon, bref, récupération politique de Trump, enfin, Non, mais récupération ils politique ont de été, de toute n'importe façon, de quelle manière politique générale, classique, quoi. je vais le dire, hein, les supporters américains ont été insupportables. Bon après aussi j'ai vu ce que j'avais envie de voir sur Twitter, mais ça a été particulièrement insupportable. Euh, Je suis d'accord, et puis bon, c'est toujours pareil, pas très humble dans la victoire, on va dire ça comme ça. Alors, j'entends que c'est le premier titre hein, depuis 1980 en hockey, donc forcément, ils attendaient ça avec impatience. Et puis de prendre leur revanche aussi sur les Canadiennes. Enfin bref, il y a plein de choses effectivement qui se jouent. Il y a eu le Four Nation il n'y a pas très longtemps, l'année dernière à peu près à la même période, qui a été remporté par le Canada. Enfin bref, voilà, il y a une rivalité quand même importante entre les deux nations au hockey. Et donc forcément, quand tu gagnes, en général, t'en fous un peu de partout. Gus, de qui tu as envie de parler? De qui ou de quoi tu as envie de parler maintenant? Bah, peut-être de la moisson fantastique de l'Italie, Ouais, euh, tout à fait. qui a explosé son record de médailles avec 30 breloques remportées. Le record c'était 20 en 1994. 1994 c'était Lillehammer, il me Oui, semble. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Lillehammer, c'est ça. Puis voilà, ils ont été bons partout, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils ont remporté 10 médailles d'or, ça leur permet d'arriver quatrième. Peut-être que les Allemands sont passés devant eux. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, l'Italie a fait des jeux magnifiques. Alors, on verra ce que ça va donner ces prochaines années parce qu'il y a eu beaucoup de médaillés très âgés, avec Brignon qui a Mm. 35 ans, Lolo Brigida qui en a, ça aussi c'était une belle histoire, qui en a 35, Ariana Fontana qui a remporté en tout dans sa carrière 14 médailles olympiques, a aussi 35 ans, voire plus. Faudra voir voilà, ce que ça donnera ces prochaines années, mais eux, ils ont carrément réussi leur jeu, quoi. Et puis, ils ont remporté des médailles quasiment partout. 12 C'est vrai. disciplines, ils ont remporté des médailles dans 12 disciplines. Ça a explosé leur précédent score, hein. Je rappelle que l'Italie, depuis 2002, depuis Salt Lake City, c'est 5-6 médailles par Olympiade. Alors, Pékin, ça avait été mieux parce que ils savaient déjà qu'ils allaient accueillir à la maison ces Jeux Olympiques en 2026. Mais il y a un gros travail de fond qui a été fait. Et puis,
on le voit aussi un petit peu partout quand on regarde la Coupe du Monde. Chez les femmes en ski alpin, elles sont arrivées Tout à fait. en nombre, elles sont partout, notamment en vitesse, en short track, en patinage de vitesse. Enfin bref, une, euh, une belle renaissance pour l'Italie. Et puis, je sais pas ce que tu en as pensé, Gus, mais à part le biathlon, on a l'impression que tout tournait dans leur sens, en fait, d'une certaine façon. Alors, je dis pas que c'est de la chance, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il faut, enfin, je veux dire, c'est pas le PK moyen qui a remporté des médailles, mais vraiment, ils ont eu la baraka. Alors, le biathlon, c'est différent, parce que voilà, il y a eu les problèmes de Giacomel et de voilà, Vitozzi remporte une médaille d'or, mais à côté de ça, c'est un petit peu faiblard, on va dire, la moisson. Mais c'est vrai que de l'autre, enfin, ils font des médailles, enfin, comme tu dis, ils font des médailles quasiment partout. Alors, je pense que on parlera de 2030, mais vraiment, il faut se servir de ce qu'a fait l'Italie pour qu'on vise à minima le même nombre de médailles à la sortie que les Italiens. Je veux dire, ils en font 30. Nous, on en a fait combien là cette fois-ci? 10, 20, 23, c'est ça? Voilà, à mon avis, on n'est pas plus mauvais que l'Italie sur certains trucs, donc je pense que ça peut être un bon Mm. objectif. Voilà, je trouve qu'ils ont très bien, comme tu l'as dit, ils ont très bien visé ce qu'ils voulaient faire, des sportifs souvent très, avec beaucoup d'expérience. Et puis voilà, cette capacité à mettre des gens partout. Il y a des médailles gagnées partout de toute façon, donc autant mettre des mecs de partout. On les a vus sur le short track, on les a vus sur le patinage de vitesse, enfin, des choses que On les a peut-être vus en luge même. on les a vus en luge, peut-être des disciplines qui, à 10-15 ans, ils ne seraient pas allés. Et donc, voilà, donc ça montre que si tu mets des moyens, et si tu Exactement. mets des gens compétents, et tu mets de l'argent, eh ben, tu peux remporter des médailles. Donc, voilà, je pense que la délégation française a pris des notes de tout ça. Voilà, Ça serait une et puis, grosse faute qu'on ne s'inspire pas des Italiens. après, voilà, on sait pertinemment qu'il y aura des disciplines où ce serait plus compliqué de performer parce qu'on n'a pas forcément les infrastructures, parce qu'on parle du temps de retard, etc. Mais Mm. voilà, je pense que Mais puis c'est voilà, culturel c'est tout. aussi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est tout à leur honneur d'avoir su vraiment maximiser leurs chances de médaille sur ces JO-là. Et voilà, ça a été vraiment voilà, chapeau, chapeau, chapeau. En parlant de chapeau, bah, s'il y a bien un pays dans lequel on peut tirer quand même notre coup de chapeau, c'est la Norvège, hein. Bon, on le sait très Oh, bien, mais voilà, c'est cette domination, encore exceptionnel. une fois. Ski de fond, biathlon, parce que bon, on a parlé des Français à biathlon, mais les biathlons aussi norvégiens fonctionnent très très bien, notamment chez les hommes. Voilà, il y a du médaille en ski alpin, il y a des médailles à peu près partout. Alors, il n'y a pas d'équipe de hockey, parce que voilà, c'est un choix aussi. Diathlétique, je parle beaucoup de diathlétique, mais elle a fait un article assez sympa pour l'explication de pourquoi il n'y a pas d'équipe de hockey, alors qu'il y en a une en Finlande et une en Norvège. Mais voilà, c'est le pays des JO d'hiver. Et je vais te faire une confidence, Gus. J'aimerais tellement que les JO d'hiver retournent en Norvège quand même. Ah, Ce mais serait tellement cool. j'adorerais. Oh, Ce serait tellement cool. la vue depuis sur les fjords à Oslo pour le biathlon. Il y a tellement d'endroits mythiques aussi là-bas. Enfin, ça serait trop bien. Puis voilà, enfin, cette capacité toujours à être performant dans vraiment toutes les disciplines. Alors effectivement, il y a ça nous permettra de faire une transition après avec le roi des jeux, mais il y a effectivement des disciplines fortes, mais ils sont présents en alpin, ils sont présents partout. Alors, Ils et sont puis surtout pareil, ils présents savent quand même maxi. dans les sports où il y a enfin, du ski nordique, quoi. Parce qu'ils ont remporté des médailles dans 7 disciplines, soit autant que la France. Mm. Mais écoute bien, 14 en ski de fond, 11 en biathlon, 3 en combiné nordique. Vous savez, et attention avec le combiné nordique qui est voilà, en sursis. Il pourrait disparaître. Alors c'est vrai que on fait plus de médailles depuis quelques temps maintenant, mais historiquement, ça reste quand même voilà, des souvenirs Fabrice Guy à Lillehammer ou à Albertville, je ne sais plus. Hein, il me J'ai un semble trou que de mémoire et puis après Albertville, non? ouais, je crois aussi. Et bien évidemment Jason Lamy-Chapuis, mais c'est vrai que c'est une discipline qui est moins médiatisée, où il y a peu de nations présentes. Et voilà, le salle CIO, ils n'aiment pas trop trop. Donc voilà, ce serait pas impossible qu'on voit le combiné nordique disparaître, qui est quand même pour un pourvoyeur de médailles pardon, pour la Norvège. Donc voilà, mais après, ils ont les infrastructures pour performer un petit peu partout. Quand on voit voilà, euh, comment dire, Lucas Pinheiro Bratton voilà, qui remporte le slalom géant, bah, il est officiellement brésilien sur le papier, mais il était d'abord norvégien. Donc voilà, c'est aussi une médaille qui s'envole entre guillemets pour la Norvège. Donc voilà, il y a quand même on va dire un vivier assez important. Et puis voilà, c'est les plus forts, quoi. C'est les plus forts. Alors les Américains voulaient les titiller en termes de médailles et de médailles d'or.
ça c'est un peu tombé à plat. Voilà. À titre perso, je suis content que la Norvège termine premier du classement des médailles, que ce soit en nombre de médailles qu'en médaille d'or. Donc voilà. Gus, est-ce que tu veux qu'on parle de Kléber? Allez, parlons quand même de la star des Jeux, on est d'accord là-dessus quand même. Oui, la star incontestée. Il a fait le Grand Chelem. Alors, le Grand Chelem, c'est quand vous remportez les six courses de ski de fond. Donc, sprint, team sprint, skiathlon, le 10 km, le 50 km et le 4x10. Il a tout remporté, voilà, avec une facilité, j'ai presque envie de dire déconcertante à chaque fois. Bon, peut-être pas dans le 10 km, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Ce qui fait de lui le plus grand olympien de l'histoire aux Jeux olympiques d'hiver avec 11 médailles d'or. Alors, il y a bien Marie Bjørgen en ski de fond qui a eu 15 médailles et Ole Einar Bjørndalen en biathlon qui en a eu 14. D'ailleurs, Ariana Fontana en a eu aussi 14, l'italienne en short track. Mais voilà, quoi, c'est le deuxième meilleur olympien de l'histoire été et hiver. Seul Michael Phelps est devant avec 23 médailles d'or. Et là, je pense que ce sera quand même difficile d'aller le chercher. Mais lui, ça lui en fait 13. 11 d'or, une d'argent et une de bronze. Et puis aussi avec une petite image iconique, cette montée de la Zorzi, cette bosse qui pour beaucoup était trop longue, notamment pour les épreuves de sprint, a fait le tour du monde. Elle a même été transformée en mème. Non, c'est la star incontestée de ces Jeux. Et puis, remporter le 50 km, se voir décerner sa médaille lors de la cérémonie de clôture, ça participe aussi à sa légende. C'est le skieur ultime. Alors, après, voilà, il faut quand même qu'on soit honnête. Le sprint en ski de fond, il faut faire concrètement, il n'a pas gagné le 100 mètres, et le marathon. Ce que je veux dire par là, c'est que non, pour moi, ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle le sprint, quand même, c'est plutôt une épreuve de demi-fond. Mais voilà, en termes on va dire, de capacité, il est capable de gagner, on va dire, du 800 mètres ou du 1500 mètres jusqu'au marathon. Ça vous donne quand même le niveau du garçon. Dans des styles différents. Alors, c'est vrai que pour toi et moi, qui suivons Klébo depuis quelques temps maintenant, on n'est pas surpris, puisque ce Grand Chelem, il l'avait déjà fait l'année dernière au championnat du monde à domicile. Mais il y avait quand même une différence cette année, c'était que le 10 km n'était pas en style libre, enfin en style, pardon, si, en style classique. Libre. En style classique, il était en style libre. Ouais. Et donc, c'était vraiment on va dire, sa discipline qu'il maîtrisait le moins. Et malgré ça, une fois qu'il a gagné de toute façon, on l'a dit, on en discutait ensemble, mais une fois qu'il a gagné ce 10 km en style libre, on a dit, bon, bah voilà, c'est terminé. Et effectivement, il n'y avait pas eu photo, parce que de toute façon, les relais, la Norvège a quand même un niveau d'avance sur à peu près tout le monde. Voilà. Après, moi, je vais te poser une question. Où est-ce que tu le mets au panthéon des sportifs tout était JO, même sportif au sens large du terme, après cet exploit-là? Il fait partie des tout meilleurs. Alors après, je comprendrais les gens qui me... Enfin, je comprends que les gens puissent me dire, ouais, c'est du ski de fond, ça reste un sport, on va dire, globalement de niche d'Européens, mais en fait, quand tu regardes les plus grands sportifs de tous les temps aux notamment aux Jeux Olympiques d'été, c'est souvent une bagarre entre occidentaux. Alors évidemment, il y a les Kenyans et les Jamaïcains qui sont arrivés dans le débat, mais les nations qui participent à cette discipline qu'est le ski de fond, il y a les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne. Enfin voilà, il y a toutes les grandes nations du sport et je vois pas pourquoi Kléber, parce qu'il fait du ski de fond, devrait être mis de côté. Les Russes aussi ont été très forts. On peut aussi dire que la Norvège a aussi bénéficié en ski nordique de l'absence des Russes avec Bolchunov, etc. Mais oui, il fait partie des tout meilleurs et moi je suis pas loin de le mettre dans le top 10 des plus grands sportifs de tous les temps, s'il fallait faire un classement. Oui, bien sûr. Après, c'est difficile de comparer les airs, etc. Mais voilà, il faut se rendre compte de la difficulté. Et puis en fait, il a été présent du début des JO. Parce que le sprint, ça a été le premier week-end, ou quasiment le premier week-end dans mes souvenirs, ou le lundi, ou quelque chose comme ça. Tout du long, ouais. Et cette capacité à vraiment rester focus de A à Z,
d'enchaîner les victoires, etc. Et voilà, c'est un champion vraiment extraordinaire, Johannes Klebe. Il fait bon de s'appeler Johannes quand on fait du ski de fond, quand même, ou assimilé. Mais voilà, moi, je suis très content qu'il ait réussi ce pari-là. Ça a l'air d'être un gars vraiment plutôt humble, plutôt sympa, et puis qui tire aussi toute sa discipline vers le haut. Et on reviendra sur les fondeurs français un petit peu plus tard, mais j'ai l'impression qu'il a cette capacité vraiment à médiatiser son sport. Je pense que c'est important aussi pour le ski de fond d'exister aussi médiatiquement. Et voilà, ils ont trouvé un très bel ambassadeur en la personne de Johannes Klebe, quoi. Non, non, mérité. Et puis j'ai l'impression qu'il n'a pas d'ennemis, quoi. C'est l'admiration la plus totale de la part de tout le monde. Donc ouais, il est Ouais, quand tu vois incontesté et incontestable pour l'instant. ouais, l'hommage qu'ont rendu les différents Français voilà, il est une espèce de mythe vivant pour même pour ceux qui le regardent et ceux qui concourent contre lui. Et je pense que voilà, c'est des gens qui transcendent le sport, un peu comme pourrait être Federer à son époque, Michael Jordan, etc., etc. Ou Kyle Hamilton en college football. Donc voilà, non, voilà, c'est le sportif des Jeux, à mon avis, pour à peu près tout le monde. Mais voilà, c'est la belle histoire, en tout cas, de tout ça. Il avait annoncé qu'il voulait le faire, il l'a fait. Félicitations, félicitations à lui. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose d'autre? Non, rien du tout. Eh ben c'est parfait. Donc, je vais te poser une question, du coup, quand même. Est-ce que ça a été pour toi des jeux réussis? Alors, c'est vrai que c'est derrière cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire jeu réussi? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, bien Mais sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est une question. Enfin, c'est pas tant compliqué d'y répondre, c'est plus pourquoi on se la pose en fait. Qu'est-ce que ça signifie des jeux réussis pour une nation, pour le pays qui accueille, qui consent ses investissements? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce que les jeux doivent véhiculer des valeurs? Enfin, il y a aussi plein d'enjeux, on va dire, sociaux, écologiques autour des Jeux Olympiques. Donc, il y a quand même une sorte de cahier des charges un petit peu informel, officieux, qu'il faut remplir. Et je pense que c'est de ce point de vue, voilà, c'est avec cet angle qu'il faut comprendre cette question. Et moi, si je dois y Vas-y, répondre, vas-y. je dirais qu'ils sont réussis parce que, et encore une fois, je suis désolé de dire ça, je suis peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais les Jeux Olympiques à Pékin et en Corée du Sud, et même à Sochi, bah, en fait, j'ai l'impression que, et pourtant, j'ai rien, en fait, le fait d'éloigner de leur, on va dire, de leur sphère traditionnelle, les Jeux Olympiques, donc de l'Europe et des États-Unis. D'ailleurs, au Japon, c'était incroyable, les Jeux Olympiques. Mais c'est la première fois depuis maintenant 12 ans, enfin, même depuis Vancouver en 2010, que j'ai eu cette sensation, ah ouais, ah tiens, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, quoi. Pékin, c'était une blague, là, j'ai pas à me justifier. En Corée du Sud, c'était quand même mieux. Sochi, il y avait ces histoires de dizaines de milliards d'euros d'investissement, de soft power pour Poutine. Il n'y avait pas voilà, ce grain, cette ambiance que je recherchais voilà, dans les Jeux d'hiver. Et le fait que ça soit en Italie, je ne peux pas mentir en disant que bah, ça m'a beaucoup plus touché. Donc de ce point de vue-là, évidemment que c'est réussi. Je sais pas si toi, tu as le même discours. C'est très égoïste hein, parce que ça veut dire que je veux garder les Jeux Olympiques dans notre chaise gardée entre Européens en fait. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet-là parce que ouais, c'est pas facile, quoi. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'ambiance globale des jeux, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un truc qui joue, c'est quand même le fait qu'on n'ait pas de décalage horaire. Je pense que ça joue quand même sur ta perception des jeux. Quand ta journée est rythmée au rythme des jeux, donc moi j'avais la chance d'être en vacances. Merci l'Éducation nationale et merci la zone A. Mine de rien, bah en fait, j'ai pu suivre de A à Z toute la journée. Quand tu vois, c'est diffusé au niveau des États-Unis, c'est pas trop grave parce que comme souvent les compétitions ont lieu le matin ou en début d'après-midi, ça fait que alors ça tire un peu dans la soirée, mais en général c'est regardable. Mais quand c'est en Chine ou enfin en tout cas en Asie de manière globale, c'est quand même souvent au milieu de la nuit, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Après voilà, tu as parlé des Jeux de Pékin, mais voilà, en fait l'absence de public, pardon, flingue les jeux. L'absence d'ambiance
ça rend le tout complètement. Enfin, ça fait pas jeu. Et c'est ce qu'on reprochait à Tokyo en 2021, c'est ce qu'on reprochait à Pékin en 2022, c'est l'absence de ferveur populaire. Et c'est pour ça que les JO de Paris, ils ont autant marqué, alors pas que, mais aussi autant marqué, c'était la ferveur populaire. Alors, c'est vrai que la ferveur populaire sur les JO d'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais on l'a Oui, bien ressenti sûr. parfois. Là, il faut pas non plus se mentir, ça reste un sport quand même. Enfin, un public qui est très particulier, qui est Mm. plutôt, qui a de l'argent. Enfin, il faut aussi on se mentirait à nous-mêmes en disant que les Jeux Olympiques d'hiver sont un événement populaire comme on peut l'entendre pour une Coupe du Monde de foot, un Euro, ou même les Jeux De toute Olympiques façon, d'été encore. oui, parce qu'il y a moins de compétition, donc les places sont plus chères de manière globale, au sens, enfin, propre comme figuré. Donc voilà, mais après, voilà, il y a des trucs vraiment cool. L'ambiance en hockey, c'était sympa. L'ambiance au biathlon, c'est toujours cool. Euh, Moi, ce que je regrette, c'était que c'était pas plein. Voilà, je pense que c'était pas complètement plein. Alors, j'ai pas forcément l'explication du pourquoi, du comment, mais il y avait quand même pas mal de chaises vides à des moments. Et je trouve un petit peu dommage parce que ça veut dire soit que les gens n'étaient pas intéressés, ce qui en soi, voilà, soit que peut-être que les prix des places c'est trop cher, je ne sais pas. Et je trouve pour un événement qui se veut, je mets des guillemets quand même, le plus inclusif possible, etc., je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Et de manière globale, le public italien, c'est pas forcément le public le plus chaud d'Europe. Quand on compare avec le public allemand, on va dire, notamment sur les épreuves de biathlon, on est quand même un degré en dessous. Mais il y avait, d'après ce que j'ai compris, énormément d'étrangers quand même, hein. Ouais, ouais, bah, 63% des spectateurs venaient de l'étranger, c'est le chiffre du CIO, 15% de l'Allemagne et 14% des États-Unis, et après Suisse, Angleterre, Pays-Bas et France. J'ai envie de dire que c'est le quintet, c'est le quintet habituel aux Jeux Olympiques. Les Allemands et les Américains adorent. Mais ouais, ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça aurait pu être mieux, mais ça m'a pas vraiment dérangé, tu vois. Après, peut-être aussi que le fait que les sites soient aussi éclatés Ouais, dans toutes les ça c'est un Alpes vrai problème. italiennes, ça a pesé justement sur cette ambiance, un peu cette fourmilière où tout le monde est au même Hmm. endroit. D'ailleurs, est-ce que tu as aimé, parce que je pense maintenant il va falloir s'y habituer, ça va Ah, être c'est comme sûr. ça dans les Alpes en 2030. T'en as pensé quoi que il y ait des épreuves à Bormio, d'autres à Antols, Antols c'est dans le Tyrol autrichien, à Hmm. Livigno, à Cortina, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé? Après, je ne vais pas dire que j'ai pas aimé, alors qu'en 2024, à Paris, on a fait les épreuves de surf à Tahiti, tu vois. Enfin, je pense que Une épreuve. ouais. Mais si ça a du sens, si tu veux, c'est très bien d'aller à Anterselva pour le biathlon, c'est normal. Enfin, je veux dire, Bormio et Cortina d'Ampezzo, c'est normal aussi. Donc, en soi, je comprends. Et puis, il y a un intérêt écologique. Enfin, je veux dire, tu vas pas construire des trucs. C'est pas parce que tu as envie que tout tourne ensemble qu'il faut construire des trucs, etc. Donc, tu gagnes, en fait, tu gagnes sur certains points et tu en perds sur d'autres. Tu as des lieux mythiques du sport d'hiver de manière générale, comme ça sera le cas pour nous en France en 2030. Mais d'un autre côté, effectivement, tu perds un peu de ce qui fait la magie et d'avoir tout regroupé au même endroit. Mais pour les JO d'hiver et avec la multiplication des compétitions, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, Hmm. c'est de plus en plus compliqué. Alors, je ne sais pas pour Salt Lake City comment ils vont réussir. Alors, bon, c'est un petit peu les trucs à l'américaine, donc ça sera peut-être un petit peu différent. Oui, Mais puis voilà, ils je s'en pense que c'est branlent un. là-bas de sécurité, tout ça. A priori, ils ont quand même pas beaucoup de trucs à construire parce qu'ils vont pas mal réutiliser les infrastructures de 2002. Mais voilà, après, moi, mon père y était. Il a fait pas mal d'épreuves de biathlon. Il a fait le spécial. Il a fait il a fait du hockey, une épreuve de ski alpin aussi. Il a trouvé qu'il y avait quand même moins d'ambiance que sur certaines épreuves de Coupe du Monde qu'il a pu faire en dehors voilà, des JO. Il trouvait qu'il n'y avait pas énormément d'ambiance et pas énormément d'ambiance olympique dans les différentes villes. Milan, d'après ce que j'ai compris, il y avait très peu d'anneaux olympiques, il y avait très peu d'images. Alors effectivement, il y avait peu de choses à Milan, mais il n'empêche que c'était les Jeux quand même de Milan-Cortina, donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Et malgré ça, il a eu du mal à sentir l'esprit olympique, comme ça pouvait être le cas presque finalement dans toute la France, hein, d'une certaine façon, pour les JO de Paris. Alors c'est vrai que c'est les Jeux d'hiver, donc c'est un petit peu plus voilà, cocon, on va dire, mais voilà, il a ressenti tel quel. Voilà, donc ça, c'était l'avis de mon père qui a fait quelques épreuves. Après, voilà, je pense que c'est compliqué en 2026 de faire une épreuve qui est écologiquement viable, ce qui n'est pas le cas, parce que de toute façon, quand tu invites des mecs de quatre coins du monde et que tu fais du sport sur glace et sur neige, au vu du réchauffement climatique, tu ne peux pas être viable écologiquement.
Voilà, il faut choisir la moins bonne des méthodes, on va dire, et peut-être que l'éclatement des sites, c'est le cas, quoi. Je sais pas. On parlait de Bormio et Cortina, ça a été le jour Ouais. et la nuit je trouve en conditions de neige entre Cortina et Bormio. Les pistes à Cortina étaient beaucoup plus spectaculaires. On a eu des courses qui étaient beaucoup plus intéressantes qu'à Bormio. Bormio, hormis la descente, et encore ça allait moins vite que d'habitude, ça a été une catastrophe. Mhm. Le slalom du combiné, le slalom tout Ah court et le ouais. géant, Pouah. c'était une honte, une horreur. Et c'était Moi, moi, c'est catastrophique. moi, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le ski alpin parce que je trouvais alors, j'ai jamais été un gros fan de Bormio, la piste de manière globale, hein, qu'on Ah, soit très pareil. clair. Je préfère Je, Valgarnera, je tu préfère, vois, en Italie. Ouais. je préfère Val Gardena en Italie, enfin, Kitzbühel, Wengen, etc. Enfin, il y a plein de pistes que je trouve plus intéressantes à regarder, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Donc voilà, je suis pas vraiment surpris que Bormio, c'était mais le niveau putain, mais le spécial du combiné, mais ouais, c'était chaud. Et puis, il y avait eu, en fait, comment dire, il y avait eu, j'ai l'impression que certains sports n'ont pas montré la meilleure version d'eux-mêmes, en fait. On va parler du snowboard cross un peu, mais Ouais. le niveau, le niveau du snowboard cross et du ski cross, c'était absolument affreux. Tu sais ce que ça m'a fait penser? Alors moi, quand j'ai passé le bac il y a maintenant quelques années, j'avais pris option ski. Et dans l'option ski, il y avait un spécial et un snowboard cross, enfin un ski cross à l'époque à faire. Et je suis sûr que le ski cross que j'ai eu à faire pour le bac était plus compliqué que cette merde des JO, hein. Je veux dire, c'était. Et puis, c'était intéressant pour personne. C'est-à-dire, ni pour les mecs qui faisaient ça, ni pour ceux qui regardaient. Parce que, en fait, on s'est fait chier, quoi. Alors que c'est des disciplines qui Ouais, sont hyper sympas à regarder d'habitude, quoi. et c'est hyper télégénique. Une personne qui comprend rien au ski, elle peut se prendre au jeu très facilement. Enfin, ouais, non, mais ça a été une erreur. Et c'est à se demander aussi pourquoi ils ont fait une piste aussi nulle. Ouais. Et, On peut, en fait, on moi, peut, je me demande on peut ouvrir, qui l'a créé, quoi. on peut ouvrir notre arc complotiste. C'était pour favoriser des Romédis et les Italiens. Bah, après, Non. voilà, hein, ils ont pas fait pas une de Coupe du Monde de l'hiver, ils sortent 2 et 3 voilà, à la maison. Bon, voilà, chacun en tirera les conclusions. Mais Oh, blague à part, des Romédis, on avait gagné peut-être une ou deux ah, avec pardon, Christodon, mais pardon. c'est vrai que t'as deux types. Chez les femmes, t'as Neloun qui a encore gagné ce matin et Tout à fait. Risodon bon, qui a été disqualifié. Enfin, disqualifié, non, non, il a pas fini sa course. Mais ces deux-là surdominent la discipline. Et quand Mm. ils ne sont pas premiers, ils sont deuxième ou troisième. Et bah, les deux ont Et, raté leur et coup. puis, euh, et puis, il s'est exprimé après la course, hein. Je veux dire, le ressenti des Français, c'était le ressenti de beaucoup de gens aussi, hein, qu'on ne dise pas qu'on est des râleurs ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils râlent pas pour le plaisir de râler. Ah non, on a Mais râlé avant. Donc, c'est bon. Ok, ok. Mais c'est vrai que ouais, cette petite, certains sites qui n'étaient pas forcément au niveau, pareil. Le ski alpinisme, j'ai trouvé ça vivement l'épreuve la vraie épreuve, quoi. Parce que là, et on a eu un petit aperçu quand même sur le relais qui était beaucoup plus intéressant à suivre. Qui était Mais c'est sympa. vrai que l'épreuve sprint, c'était quand même. Hmm. Ouais, Après, on se doit d'être indulgent. C'était la première fois que bien c'était au sûr. jeu. Il fallait tester le format auprès aussi du grand public. J'espère qu'on proposera quelque chose de sympa dans 4 ans. Ouais, et puis en plus, ce que je veux dire par là, c'est hyper télégénique si tu fais ça dans la montagne, etc. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment moyen de trouver de mettre ce sport-là sur un autre, vraiment sur un autre jour. Et toi, tu connais un petit peu la discipline et vraiment, ça peut faire vraiment des trucs vraiment super chouettes à suivre. Et là, on a eu que une espèce de carcasse sans vraiment le corps de cette discipline-là. Et j'espère que la discipline restera en 2030 et que surtout les Alpes françaises feront honneur à vraiment une discipline de malade mental, hein, qu'on soit très clair, hein. Ouais, et puis la première des disciplines, quoi, l'alpinisme. Mhm. C'est vrai. Monter en pot de phoque, faire de l'escalade, et puis descendre après avoir retiré tes pots. C'est pas c'est pas par exemple le kayak cross à Paris 2024 ou même le C'est vrai. breakdance. Enfin voilà, quoi, c'est pas des trucs rajoutés comme ça. Là, c'était vraiment une anomalie que cette discipline n'existe pas. Oui, c'est vrai que c'est l'essence même du premier ski alpin. T'avais pas de télésiège débrayable 6 places. C'est Chauffer. effectivement un autre temps, quoi. Et puis le format aussi favorisait trop le sprint, favorisait trop enfin, les coureurs qui étaient bons sur les transitions. Alors, je dis pas qu'il faut pas que ça fasse partie, etc. Mais voilà, on avait l'impression que tout jouait là. C'est-à-dire la descente, là, c'est une vaste blague. Enfin, c'était vraiment histoire de dire mettre une descente quand même dans ce truc-là.
Donc voilà, un petit peu déçu sur l'épreuve sprint. L'épreuve par équipe était beaucoup plus intéressant. Mais voilà, il faut que le CIO fasse ses tests aussi. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais j'espère vraiment revoir cette discipline-là. Et du coup, Gus, vu que le ski alpinisme a fait son entrée, est-ce que tu as des sports, toi, que tu aimerais bien voir au JO d'hiver? Alors, je sais qu'il y a le cyclocross, dont on parle beaucoup. Moi, à titre perso, ça me plairait bien parce que je trouve que c'est une discipline aussi qui est assez sympa à suivre. Mais Ouais. voilà, il y a quand même Diffusé sur l'équipe. oui, tout à fait. Mais il y a quand même un paramètre qu'il faut pour le sport. En fait, pour que le sport soit au JO d'hiver, il faut qu'il soit La pratiqué neige. ou sur glace ou sur la neige. Voilà. Et il faudrait Est-ce que du toi, coup tu as des changer la disciplines? charte des Jeux Olympiques, la charte du CIO pour que ce sport puisse arriver. Du coup, toi, est-ce que tu as des disciplines que tu aimerais bien voir? Le freeride. Le freeride, c'est. Hmm. Enfin, là encore, on parlait des disciplines originelles. Il n'y avait pas de dameuse à l'époque d'Émile Halley. Et encore, Émile Halley, c'est récent. Ouais, Au tout c'est vrai. départ, ou même si vous avez vu le film Télémark, où tu as Kirk Douglas et son équipe qui essayent d'aller faire exploser, enfin qui fait exploser, je vous ai spoilé, putain, pardon, bon, c'était évident aussi. Kirk Douglas et son équipe de commando qui fait exploser une usine d'eau lourde en. C'est en Suède ou en Norvège? Peut-être en Norvège, parce que la Suède était neutre. Mais là, il n'y avait pas de piste damée. Les mecs, ils avaient leur ski en bois et c'était dans la poudreuse. Là encore, le freeride, c'est presque une anomalie que cette discipline ne soit pas aux Jeux Mhm. Olympiques. D'un côté, je peux le comprendre parce qu'il y a cette dimension quand même très. Les freestylers, les freeriders ont toujours eu du mal avec le côté très institutionnalisé. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être Bien rigide, sûr. Ouais. Mhm. psychorigide des Jeux Olympiques ou de ces compétitions. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Freeride World Tour est rentré dans le giron de la FIS seulement l'an Mhm. dernier. Mais ça, c'est un argument voilà, supplémentaire pour que le freeride arrive aux Jeux Olympiques. Mais là aussi, ça serait trop bien. Surtout en France, quoi, à Chamonix. C'est la capitale Ah, mondiale du freeride avec Verbier. Euh, Aux États-Unis, j'ai oublié le nom de la station, mais bref, c'est pas important. Là aussi, c'est des superbes images. C'est peut-être difficile à comprendre à la télévision pour savoir ce que c'est de. Enfin, comment on juge une bonne descente. Et après encore, je dis ça, mais les mecs maintenant sur le Freeride World Tour, ils font des saltos, des 3-6, des corks en pleine montagne. Ça reste c'est très, vrai. très télégénique. Et puis, enfin, si le saut à ski est aux Jeux Olympiques, quand tu regardes le saut à ski, Bat, tu peux pas me dire si, ou alors de façon comment dire, très, très approximative, si le saut était joli, quoi, et si ça méritait un Mhm. 16 ou un 18. Là, je vois pas pourquoi ce serait différent avec le freeride. Euh, ouais, le freeride. Pour Moi, moi, je le suis. freeride, c'est un. Il n'y a même pas de débat, en fait. En plus, les Français, on est super bons en freeride. On est la nation, Prenons une la discipline plus quand même en forte avec effort, les quoi. Suisses et les Américains. Ça serait du sabotage que de ne pas mettre le freeride à Chamonix, quoi. Moi, je vais aller sur une discipline qui était sport de démonstration à Albertville en 92. C'est le ski de vitesse, ou le kilomètre lancé, enfin, comment vous voulez appeler ça. Alors, c'est une discipline qui est un peu de niche quand même. Concrètement, il y a des Italiens et des Français qui en font. En fait, c'est se lancer, enfin, battre un record de vitesse sur une piste qui fait à peu près 1 kilomètre. Il y a peu de pistes en France. Il y en a une aux Arcs, mais elle a disparu. Je crois qu'elle n'utilise plus une à Vars dans les Alpes du Sud, qui est la piste la plus rapide du monde. Et voilà, donc grosso modo, le record du monde, je crois, était à 255, 256 km/h dans mes souvenirs. C'est ça, ouais. Il est détenu par un Français. Ouais, j'aimerais bien Billy. avoir ce sport-là. Ouais, c'est par Billy. Alors, les plus vieux, comme moi, se souviendront du père. Là, c'est Billy fils. Euh, voilà, c'est une discipline voilà, où il faut aller tout droit, avec des équipements hyper aérodynamiques et aller le plus vite possible. Voilà, donc j'aimerais bien que ça fasse son apparition. Alors peut-être juste en sport de démonstration, hein, je ne demande pas forcément un sport officiel. Mais voilà, c'est une discipline qui a perdu un peu quand même de pratiquants, hein, qui était très, très. Au milieu des années 90, c'était un peu plus médiatisé. Maintenant, ça, je pense, grâce au JO d'ailleurs. Et après, ça s'est un petit peu disparu. Bon, on ne va pas vers là, mais ça serait une discipline que j'aimerais bien voir, quoi. C'est vrai. Mais bon, s'il n'y a que 2 nations qui y participent, Ouais, ouais, non, mais ça, c'est euh, là aussi mort toute dans la l'œuf. difficulté. Après, tu peux le descendre aussi en snow, tu peux le descendre Oui, bien sûr. en,
en vélo. Enfin bref, tu peux faire 150 disciplines si Oui, tu veux aussi avec. d'une manière générale, aussi, bah, c'est pour ça que on doit faire preuve d'humilité quand on Tout à parle de fait. ces sujets, notamment quand on critique également le patinage de vitesse. En France, moi aussi, ça m'emmerde que les Néerlandais soient aussi forts et qu'ils remportent plus de médailles d'or que nous. Mais quand tu regardes le nombre de nations qui ont été médaillées pendant ces Jeux Olympiques, et bah, tu te rends compte que le patinage et le short track sont des sports pratiqués par beaucoup de pays. Et ce ne sont Tout à pas, fait. ce n'est pas une discipline néerlandaise. Loin de là. Et peut-être, voilà, s'ouvrir un petit peu plus, être plus humble pour quand il s'agit de parler d'une discipline, quoi. Et puis c'est toujours pareil, on tape sur les Pays-Bas, mais tout le monde a ses spécialités aussi. Enfin, je veux dire, tu peux taper aussi sur l'Allemagne, hein, qui a été très fort en toutes les disciplines bobsleigh jusque les tons, mais quasiment inexistant ailleurs, quoi. Donc, être fort partout en JO d'hiver, enfin même fort partout, c'est quand même compliqué, hein, qu'on soit très clair. Soit tu as des moyens énormes et un vivier énorme comme les États-Unis, et encore que les États-Unis ne sont pas présents partout non plus, hein. Je veux dire, en ski de fond, à part Diggins, il n'y a pas grand monde quand même. Si, il y a Ogden, pardon, qui a fait une Ouais, médaille Ogden. d'argent, non? Ouais. Mais voilà, ça vous donne le niveau de la complexité, même pour les grosses nations, d'être fortes partout. Donc voilà, effectivement, on peut enfin, il y a énormément de disciplines dans le patinage de vitesse, mais on peut dire qu'il y a énormément de disciplines dans le ski de fond, il y a énormément de disciplines aussi en biathlon, il y a Exactement. énormément de disciplines en ski alpin, enfin voilà quoi. Donc, aux nations de mettre le maximum de chances de leur côté pour performer. Et puis, comme tu le dis très bien, moi, dans mes souvenirs, le patinage de vitesse, c'était encore plus ultra dominé par les Pays-Bas. Là, on a vu des Italiens, on a vu un Tchèque, on a vu des Américains, enfin, tu vois, il y avait même un peu de Français, il y avait des Sud-Coréens, bien évidemment. Enfin, j'ai l'impression quand même que le sport se démocratise aussi. Alors, l'anneau de 400 mètres, c'est un peu compliqué parce qu'il faut la place, mais un short track, voilà, tous les pays du monde peuvent se doter d'une piste de cette taille-là, fermée. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, l'idée de dire que chaque pays a sa spécialité. Le biathlon a apporté 56% des médailles à la France. Le ski alpin pour les Suisses, 39%. Bon, le patinage de vitesse et short track, c'est 100% pour les Pays-Bas. Bobsleigh, luge, skeleton, 73% pour l'Allemagne. Le ski de fond, avec notamment les filles avec la Suède, c'est 56%. Le snowboard avec les Japonais, c'est du 38%. Bon, après, je vais pas aller chez les autres nations parce que, par exemple, enfin, ça veut pas dire grand-chose. Les Slovènes, c'est 100% de saut à ski. Les Espagnols, c'est 100% de ski alpinisme. Voilà, Ouais, c'est mais ouais, non, mais c'est sûr, enfin voilà, tout le monde a. Tu vois, les Slovènes, ils ont la capacité à sortir des anorexiques comme Pogacar, tu vois, c'est assez impressionnant, quoi. Tu vois, soit ils font du vélo, soit ils font du saut à ski, soit ils font les deux, comme Primož Roglic, hein, bien l'escalade aussi. évidemment. Les anorexiques qui font de l'escalade. C'est vrai. Mais voilà, et puis voilà, on a eu quand même l'Espagne qui a remporté une médaille d'or. C'est la première depuis combien de temps déjà, Gus? 72, non, un truc comme ça? 1972. Ouais, c'est ça. C'est où Donc, 1972? j'étais même pas né. Tu te rends compte un peu à quel point ça remonte là? Après Grenoble, c'était pas en Autriche? 72, est-ce que c'est pas. Eh ben, je vais regarder. J'allais dire Munich, mais non, Ah c'est pas non, mais cela. ah, Les mais Plessines en 72. Ah non, c'est Sapporo en 72. Sapporo. Sapporo, ok. Ok, ok. Et ben, au départ, on va être. Voilà, on voulait faire peut-être un épisode long, mais en fait, on a bien parlé. Donc, on va se taper peut-être un double épisode. Du coup, Gus, on fait un bilan général. De la On fait délégation un bilan française, bien sûr. de Les la moments délégation marquants, française. quelle a été la star française des Jeux, et surtout se poser la question si nos Jeux sont réussis et Hmm. peut-être se projeter sur 2030. Ça marche. Donc on se revoit dans un autre épisode pour répondre à la question fatidique. Est-ce que ces jeux étaient des jeux réussis pour la délégation française? Voilà, voilà. Gus, merci pour ta présence. On se revoit bientôt pour enregistrer la deuxième partie. Merci Baptiste et salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.